Sous le ciel gris de Saint-Valery, il y avait une maison blanche au bord de la falaise, une maison presque oubliée par les touristes et battue par le vent toute l'année. Les volets bleus claquaient souvent, même quand personne ne les ouvrait, comme si la mer elle-même venait frapper aux fenêtres pour rappeler qu'elle gardait les secrets de tous ceux qui l'avaient aimée. Dans cette maison vivait Léane Morvan. Elle avait 32 ans, des yeux sombres qui semblaient avoir trop vu, et une douceur dans la voix qui faisait taire les pièces lorsqu'elle parlait. Elle travaillait à la bibliothèque municipale, entourée de livres, de silence et de poussière dorée. Elle aimait les vieux romans, les lettres jamais envoyées, les photos jaunies retrouvées entre deux pages. Elle disait souvent que les histoires les plus belles n'étaient pas celles qui finissaient bien, mais celles qui continuaient de battre quelque part, même après la dernière phrase. Depuis 2 ans, Léane vivait seule. Son père était mort d'un infarctus par une nuit de décembre. Sa mère était partie habiter chez une sœur à Nantes, incapable de supporter la maison où chaque couloir rappelait un souvenir. Léane, elle, était restée. Elle disait qu'elle n'avait pas le courage de partir, mais en réalité, c'était l'inverse. Il lui fallait beaucoup de courage pour rester dans un lieu où tout parlait d'absence. Chaque matin, elle descendait la rue qui menait au centre-ville, passait devant la boulangerie, saluait le vieux fleuriste, ouvrait la bibliothèque, rangeait les retours, conseillait des romans d'amour à des femmes qui rougissaient encore et des polars à des retraités qui prétendaient ne pas aimer les émotions. Elle avait une vie calme, presque transparente. Jusqu'au jour où un homme entra dans la bibliothèque avec une valise noire, un manteau trempé et un regard qui semblait chercher quelqu'un qui s'avait déjà perdu. Il s'appelait Raphaël Delaunay. Il n'était pas du village. Cela se voyait immédiatement. Il avait cette manière de regarder les lieux comme s'il les découvrait et les reconnaissait en même temps. Il demanda où se trouvait le rayon des archives locales. Sa voix était grave, un peu fatiguée, mais polie. Léane leva les yeux de son bureau. « Vous cherchez quelque chose de précis ?» Il hésita une seconde. Des journaux anciens, des articles sur un naufrage. Il y a longtemps, peut-être en 1987. À l'évocation de cette date, Léane sentit une légère tension dans sa poitrine. 1987, l'année du naufrage du Saint-Michel. Tout le monde connaissait cette histoire à Saint-Valery. Un bateau de pêche avait disparu en pleine tempête. 4 hommes n'étaient jamais revenus. Parmi eux, son grand-oncle, Yvon Morvan. Elle se leva. Les archives sont au fond, mais elles ne sont pas toutes numérisées. Vous travaillez sur un livre ? Raphaël eut un sourire discret, presque triste. Pas vraiment. Je cherche une vérité. Cette phrase aurait pu sembler dramatique dans la bouche d'un autre. Dans la sienne, elle sonnait comme une fatigue ancienne. Léane l'accompagna jusqu'à une petite salle au fond de la bibliothèque. Elle alluma la lampe verte posée sur la table, ouvrit une armoire métallique et sortit plusieurs boîtes cartonnées. Les journaux de 1987 sont ici. Il faut manipuler les pages doucement, certaines sont fragiles. Raphaël hocha la tête. Merci. Elle aurait pu repartir. Elle aurait dû. Mais il y avait dans son regard quelque chose qui l'arrêta. Une douleur calme, maîtrisée, presque élégante. Pas une douleur qui demande de l'aide. Une douleur qui a appris à vivre debout. Vous avez perdu quelqu'un dans ce naufrage ? Demanda-t-elle malgré elle. Raphaël posa la main sur une boîte sans l'ouvrir. Mon père. Le silence tomba. Léane sentit son visage changer. Je suis désolée. Il ne répondit pas tout de suite. Il regardait la poussière suspendue dans le rayon de lumière. Je ne l'ai pas connu. Ma mère était enceinte quand il est mort. Toute ma vie, on m'a raconté qu'il avait disparu en mer. Mais récemment, j'ai trouvé une lettre. Une lettre qui dit que son bateau n'aurait jamais dû sortir ce soir-là. Que quelqu'un savait que c'était dangereux. Que quelqu'un a insisté. Léane sentit son cœur battre plus fort. Vous pensez que quelqu'un est responsable ? Je ne sais pas. C'est justement ce que je suis venue découvrir. Elle voulut dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Raphaël ouvrit la première boîte. Léane le laissa seul avec les journaux, les dates et les morts. Toute la journée, elle le vit de loin tourner les pages, prendre des notes, s'arrêter parfois longuement devant une coupure de presse. Il ne demanda rien d'autre. À 18 heures, lorsqu'elle annonça la fermeture, il avait le visage plus pâle qu'en entrant. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle. Des noms, des contradictions.
et beaucoup de silence. Il remit les documents avec soin. « Je peux revenir demain ?»« Bien sûr. » Il la remercia, puis sortit dans la rue humide. Léane resta un moment près de la fenêtre à le regarder s'éloigner. Elle ignorait pourquoi cet homme l'avait troublée à ce point. Peut-être parce qu'il portait le même deuil qu'elle, mais tourné vers une autre époque. Peut-être parce qu'il cherchait une vérité que le village avait enterrée sous des années de convenance. Ou peut-être parce que, dès la première rencontre, certaines âmes font un bruit particulier en croisant la vôtre. Le lendemain, Raphaël revint, puis le jour suivant, et encore le suivant. Il arrivait toujours vers 9h30, commandait parfois un café à la machine du hall, s'installait dans la salle des archives et travaillait jusqu'à la fermeture. Léane finit par connaître ses gestes. Il retirait son manteau avant de s'asseoir, posait son carnet à gauche, son stylo à droite, passait la main dans ses cheveux lorsqu'il était contrarié, pinçait les lèvres lorsqu'il découvrait quelque chose d'important. Au bout d'une semaine, il lui demanda si elle connaissait une certaine Madeleine Kerbrat. Léane se figea. Oui, c'est une vieille dame qui habite près du port. Pourquoi? Son nom apparaît dans une lettre. Elle travaillait au bureau de la capitainerie à l'époque. Elle ne parle presque plus à personne. Vous pensez qu'elle accepterait de me recevoir? Léane pensa à Madeleine, à son visage fermé, à ses rideaux toujours tirés. Seule? Non. Avec moi? Peut-être. Raphaël releva les yeux vers elle. Vous feriez ça? Si cela peut vous aider. Elle ne sut pas pourquoi elle avait proposé. Peut-être parce que son propre nom, Morvan, appartenait aussi à cette histoire. Peut-être parce qu'elle sentait que les secrets de 1987 n'avaient pas fini de détruire les vivants. Ils allèrent chez Madeleine le samedi suivant. La vieille femme habitait une petite maison basse, envahie par les hortensias. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle reconnut Léane et son regard s'adoucit à peine. « La petite Morvan, dit-elle, tu ressembles à ta grand-mère. »« Bonjour Madeleine. On peut vous parler ?» La vieille observa Raphaël. Ses yeux, soudain, se remplirent d'une peur ancienne. « Qui êtes-vous ?»« Raphaël Delaunay. Mon père était Julien Delaunay. Il était sur le Saint-Michel. » Le visage de Madeleine se décomposa. Pendant quelques secondes, elle sembla chercher quelque chose à quoi se raccrocher. Puis elle ouvrit la porte en grand. « Entrez. » Son salon sentait la cire, la soupe et le temps immobile. Sur une étagère, des photos d'enfants encadrées côtoyaient un vieux crucifix. Madeleine servit du thé sans demander s'ils en voulaient. Ses mains tremblaient. « Je savais qu'un jour quelqu'un viendrait, » murmura-t-elle. « Je me demandais seulement si je serais encore vivante. » Raphaël posa son carnet, mais ne l'ouvrit pas. « Que savez-vous ?» Madeleine regarda Léane. « Ton père ne t'a jamais rien dit ?»« Mon père est mort. Et non, il ne m'a rien dit. » La vieille baissa les yeux. Bien sûr, personne ne voulait parler. Tout le monde avait trop à perdre. Raphaël serra les poings. « Madame Kerbrat, s'il vous plaît. » Madeleine inspira longuement. Le soir du naufrage, une alerte météo avait été transmise. Pas une simple prudence. Une vraie alerte. Les bateaux devaient rester au port. J'étais au bureau quand le message est arrivé. J'ai vu le capitaine du Saint-Michel venir discuter avec le propriétaire du bateau. Le propriétaire demanda Raphaël. Madeleine regarda Léane avec douleur. Henri Morvan. Le nom tomba comme une pierre. Henri Morvan, le grand-père de Léane. Léane sentit le salon tourner autour d'elle. Non, souffla-t-elle. Ce n'est pas possible. Madeleine ferma les yeux. Ton grand-père possédait le bateau. Il avait des dettes. Une grosse commande à livrer. S'il ne sortait pas, il perdait le contrat. Le capitaine refusait. Il disait que la mer était trop mauvaise. Henri a insisté. Il a promis une prime. Il a dit que les hommes étaient courageux, qu'on n'avait jamais vu des marins trembler devant le vent. Raphaël devint livide. Mon père est mort pour une commande? Je ne sais pas exactement ce qui s'est dit, mais je sais que le bateau n'aurait jamais dû partir. Je l'ai entendu. J'ai voulu témoigner après. Puis on m'a fait comprendre que je risquais mon travail.
Henri Morvan était puissant ici, et les familles avaient besoin d'argent. On leur a versé des compensations. On leur a demandé de faire leur deuil. Léane ne respirait presque plus. Son grand-père, l'homme dont le portrait était encore accroché dans l'entrée de la maison familiale. L'homme que son père décrivait comme dur mais honorable. L'homme qui lui avait appris, enfant, à reconnaître les oiseaux de mer. Raphaël se leva brusquement. Merci. Sa voix était blanche. Léane se leva aussi. Raphaël. Il ne la regarda pas. Ne venez pas. Il sortit. Elle resta figée au milieu du salon. Madeleine pleurait silencieusement. Je suis désolée, ma petite. Mais les excuses n'effacent pas les morts. Elles n'empêchent pas le sang de se souvenir. Léane courut après Raphaël. Elle le rattrapa près du port, sous un ciel lourd. Il marchait vite, le visage fermé. Raphaël, attends. Il se retourna. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que tu ne savais pas? Je te crois. Mais ça ne change rien. Je ne suis pas mon grand-père. Non, mais tu portes son nom. La phrase la frappa plus violemment qu'une gifle. Et toi, tu crois que je dois payer pour ce qu'il a fait? Raphaël passa une main sur son visage. Je ne sais pas ce que je crois. Je sais seulement que toute ma vie, j'ai vécu avec un trou à la place du père. Ma mère n'a jamais refait sa vie. Elle parlait à une photo. Elle pleurait chaque mois de novembre. Et aujourd'hui, j'apprends que ce n'était peut-être pas seulement la mère. C'était un homme. Un homme que ton village a protégé. Un homme dont ta famille a continué à porter le nom avec respect. Léane sentit ses yeux se remplir. Je comprends ta colère. Non, tu ne peux pas comprendre. Il se détourna. J'ai besoin d'être seule. Cette fois, elle ne le suivit pas. Les jours qui suivirent, Raphaël ne revint pas à la bibliothèque. Léane continua son travail, mais tout avait changé. Les rayons semblaient plus étroits, les voix plus lointaines, les livres plus lourds. Chaque fois que quelqu'un prononçait son nom, elle entendait le reproche invisible qu'il contenait. Morvan. Le nom d'un homme qui avait peut-être envoyé 4 marins à la mort. Le soir, elle fouilla la maison de son père. Elle ouvrit les tiroirs, les boîtes, les cartons du grenier. Elle trouva des factures anciennes, des photos de famille, des lettres administratives. Puis, dans une malle sous une pile de draps, elle découvrit un carnet en cuir brun. Le journal d'Henri Morvan. Elle hésita longtemps avant de l'ouvrir. Les premières pages parlaient de pêche, d'argent, de réparation, de contrat. L'écriture était sèche, précise. Puis elle arriva à novembre 1987. Le 23 novembre, Henri avait écrit. La mer se gâte. Le contrat doit partir. Si je perds celui-ci, la société tombe. Les hommes ne comprennent pas ce que je porte. Ils pensent seulement au vent. Moi, je pense aux familles, aux salaires, aux dettes. Julien a peur. Il me l'a dit droit dans les yeux. Je l'ai traité de lâche. Je n'aurais pas dû. Léane sentit sa gorge se serrer. Le lendemain, ils ne sont pas revenus. On dit que la mer les a pris. Mais depuis cette nuit, j'entends leurs bottes sur le quai. Je donnerais tout pour avoir fermé ma bouche. Plus loin, la veuve de Launay est venue. Elle avait le ventre rond. Elle m'a regardé comme si elle savait. Je n'ai pas pu soutenir ses yeux. J'ai fait porter l'argent. De l'argent. Quelle honte. On ne remplace pas un père avec une enveloppe. Léane referma le carnet en tremblant. Il avait su. Il avait regretté. Mais il n'avait jamais parlé. Elle passa la nuit sans dormir. Au matin, elle alla jusqu'à l'hôtel où logeait Raphaël. La réceptionniste lui indiqua qu'il était encore là. Elle monta l'escalier avec le carnet serré contre elle. Quand il ouvrit la porte, il sembla surpris. Puis son regard se posa sur l'objet. Qu'est-ce que c'est? Le journal de mon grand-père. Il ne bougea pas. Je pense que tu dois le lire. Raphaël la fit entrer. La chambre était simple, impersonnelle, avec une fenêtre donnant sur les toits. Léane lui tendit le carnet. Il lut debout d'abord, puis s'assit lentement sur le bord du lit.
Son visage ne changeait presque pas, mais ses yeux devenaient rouges. Lorsqu'il arriva aux pages de novembre, sa respiration se brisa. Léane resta près de la porte. Elle ne voulait pas envahir sa douleur. Enfin, Raphaël referma le journal. Il savait. Oui, il a vécu avec ça. Oui. Il eut un rire court, sans joie. Quelle justice étrange. Lui a vécu. Mon père, non. Léane baissa la tête. Je veux te donner le carnet. Tu pourras l'utiliser comme preuve. Le montrer à qui tu veux. Dire la vérité. Raphaël la regarda enfin. Pourquoi tu fais ça? Parce que la vérité ne doit pas rester dans ma famille juste pour protéger un nom. Il resta silencieux longtemps. Tu risques de perdre beaucoup. Peut-être. Mais toi, tu as déjà perdu plus que moi. Quelque chose passa dans son regard. Pas du pardon. Pas encore. Mais une fissure dans le mur. Il posa le carnet sur la table. Ma mère est malade, dit-il doucement. C'est aussi pour elle que je suis venu. Elle a un cancer. Les médecins disent quelques mois, peut-être moins. Avant de mourir, elle voulait savoir si elle avait eu tort de soupçonner quelque chose toute sa vie. Léane sentit son cœur se serrer. Elle sait que tu es ici? Oui, mais elle ne sait pas encore ce que j'ai découvert. Tu vas lui dire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on offre la vérité à quelqu'un qui va mourir, ou est-ce qu'on lui laisse ses derniers jours sans poison? Léane n'eut pas de réponse. C'est peut-être ce qui rapprocha leurs deux douleurs. Non pas les mots, mais l'impuissance. Dans les semaines qui suivirent, Raphaël resta à Saint-Valery. Il continua ses recherches, aidé par Léane. Ensemble, ils retrouvèrent d'autres archives, d'anciens courriers, des documents comptables prouvant les difficultés financières d'Henri Morvan. Ils parlèrent à un ancien marin qui accepta de confirmer que tout le port savait que la sortie du Saint-Michel avait été une folie. Mais au milieu de cette quête triste, autre chose naissait. Cela commença par des silences moins lourds, par un café partagé après la fermeture, par une promenade sur la digue où ils ne parlèrent presque pas, mais marchèrent au même rythme, par un rire inattendu lorsque le vent retourna le parapluie de Léane, par un soir où Raphaël lui raconta son enfance sans père, et où Léane lui confia qu'elle avait passé sa vie à consoler les autres pour éviter d'entendre son propre chagrin. Ils ne se touchaient pas, ils ne se promettaient rien, ils savaient trop bien ce qui les séparait. Pourtant, l'amour ne demande pas toujours l'autorisation d'entrer. Parfois, il arrive comme une lumière dans une maison condamnée. On sait qu'il ne devrait pas être là. On sait qu'il va tout compliquer. Mais on ne peut pas empêcher son cœur de se tourner vers lui. Un soir de pluie, Raphaël accompagna Léane jusqu'à la Maison Blanche. Elle l'invita à entrer pour boire une tisane. Il accepta. Dans le salon, il s'arrêta devant le portrait d'Henri Morvan. Léane sentit sa gêne. « Je peux l'enlever, dit-elle. » Raphaël resta longtemps à regarder le visage sévère du vieil homme. « Non, laisse-le. Les morts doivent regarder ce qu'ils ont laissé derrière eux. » Ils s'assirent près de la cheminée. La pluie frappait les vitres. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis Raphaël dit : « Je t'en ai voulu. Je sais. Je t'en veux encore parfois, sans raison. Juste parce que tu es là, vivante, avec son nom. » Léane reçut la phrase sans se défendre. « Je comprends. Et le pire, c'est que quand je ne suis pas avec toi, tu me manques. » Elle releva lentement les yeux. Il semblait presque en colère contre lui-même. « Raphaël, je sais, c'est impossible. » Elle sentit les larmes monter. « Oui, dis-moi de partir. » Elle aurait dû, pour lui, pour elle, pour les morts, pour les vivants. Mais sa voix trembla. « Je n'y arrive pas. » Alors il s'approcha. Leur premier baiser fut triste avant même d'être tendre. Ce ne fut pas un baiser de début d'histoire, mais un baiser de catastrophe annoncée. Comme si leurs lèvres savaient déjà que chaque seconde de bonheur devrait être payée. Après cela, ils essayèrent de résister. Ils se dirent qu'il fallait arrêter. Ils tinrent 2 jours. Puis Léane trouva Raphaël assis sur un banc face à la mer, et il suffit qu'il se retourne pour qu'elle comprenne qu'ils avaient perdu.
Ils s'aimèrent dans la discrétion, dans la peur, dans une intensité presque douloureuse. Ils ne se promenaient pas main dans la main dans les rues du village. Ils ne faisaient pas de projets. Ils vivaient seulement des instants volés. Un dîner dans la cuisine de Léane, une nuit à écouter le vent, une matinée de dimanche à lire côte à côte, un fou rire au marché lorsqu'une vendeuse les prit pour un couple marié. Parfois, Raphaël se réveillait au milieu de la nuit. Léane le trouvait assis au bord du lit. « Tu penses à ton père ?»« Oui. »« Et à nous ?» Il ne répondait pas toujours. Une nuit, il dit seulement « Je me demande si je le trahis. » Cette phrase resta entre eux comme une porte fermée. Léane comprenait. Comment aimer la descendante de l'homme qui avait brisé sa famille? Comment poser ses mains sur elle sans sentir l'ombre du passé? Comment construire un bonheur sur les ruines d'un autre? Elle aussi se sentait coupable. Lorsqu'elle regardait Raphaël dormir, elle pensait à sa mère, à cette femme malade qui avait vécu seule, à cet enfant né après la mort de son père. Elle se demandait si elle avait le droit d'être aimée par lui. Peut-être que certaines histoires ne sont pas interdites par la société, mais par la mémoire. Au mois de janvier, Raphaël reçut un appel de l'hôpital de Rouen. L'état de sa mère s'était aggravé. Il partit le matin même. Léane l'accompagna à la gare. Sur le quai, il la prit dans ses bras plus fort que d'habitude. « Je vais lui dire, » murmura-t-il. « Pour ton père ? » ?»« Oui, et peut-être pour toi. » Léane se raidit. « Tu es sûre ? » ?»« Non. » Le train arriva. Avant de monter, il l'embrassa sur le front. « Je reviens. » Elle voulut croire ces 3 mots. Mais les mots les plus simples sont parfois ce que la vie trahit le plus vite. Pendant 3 jours, Raphaël appela peu. Ses messages étaient courts. Sa mère souffrait. Les médecins parlaient d'une fin proche. Léane répondit avec douceur, sans insister. Le 4e soir, il appela enfin. Sa voix était brisée. Elle sait. Léane s'assit sur son lit. Et il y eut un silence. Elle a pleuré. Pas comme je l'imaginais. Pas de colère. Juste comme quelqu'un qui attendait une confirmation depuis 38 ans. Elle m'a dit, je le savais. Léane ferma les yeux. Je suis désolée. Puis je lui ai parlé de toi. Le cœur de Léane s'arrêta presque. Qu'est-ce qu'elle a dit? Raphaël ne répondit pas tout de suite. Elle m'a demandé ton nom. Je lui ai dit Morvan. Un bruit faible passa dans le téléphone, comme une respiration difficile. Elle m'a pris la main. Elle m'a dit, pas elle, pas une Morvan. Je t'en supplie, pas elle. Léane sentit une douleur nette traverser sa poitrine. Raphaël, elle ne m'a jamais rien demandé de toute sa vie. Jamais. Elle s'est privée de tout pour moi. Elle a porté son deuil sans faire payer personne. Et maintenant, sur son lit d'hôpital, elle me demande seulement de ne pas aimer la fille de cette famille. La chambre de Léane sembla soudain immense. Et toi? Sa voix lui se cassa. Je ne sais plus. Elle comprit avant qu'il le dise. Tu ne vas pas revenir. Ne dis pas ça. Mais c'est vrai. Il pleurait. Elle l'entendait, même s'il essayait de le cacher. Je t'aime, Léane. C'était la première fois qu'il le disait. Et c'était au moment où il la perdait. Elle porta la main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Moi aussi je t'aime. Ils restèrent longtemps au téléphone sans parler. Puis Raphaël murmura. Je dois rester avec elle. Oui. Je ne peux pas lui imposer ça à la fin. Je sais. Pardonne-moi. Mais elle ne voulait pas qu'il demande pardon. Il n'était coupable que d'être un fils aimant. Et parfois, l'amour le plus cruel n'est pas celui qui manque, mais celui qui nous oblige à choisir. Après cet appel, Raphaël ne revint pas. Léane continua de vivre, comme on continue de marcher après une blessure qu'on ne montre à personne. Elle ouvrait la bibliothèque, souriait au lecteur, rangeait les livres, rentrait chez elle, mangeait peu, dormait mal. Le village apprit peu à peu la vérité sur le naufrage. Raphaël avait transmis des documents à un journaliste local avant de partir. Un article fut publié, puis un autre.
Le nom d'Henri Morvan ressortit du passé, couvert de honte. Certains habitants soutinrent Léane. D'autres l'évitèrent. Quelques anciens dirent qu'il ne fallait pas remuer tout ça, comme si le silence pouvait être une tombe propre. Un matin, quelqu'un écrivit sur le portail de sa maison « Fille d'assassin ». Léane resta devant les lettres rouges sans bouger. Elle pensa à Raphaël. Elle pensa que lui, au moins, aurait eu le droit de lui en vouloir. Mais ce n'étaient jamais les plus blessés qui criaient le plus fort. Elle nettoya seule. 2 semaines plus tard, elle reçut une lettre. L'écriture de Raphaël. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. Léane, ma mère est morte hier à l'aube. Elle dormait presque. Je lui tenais la main. Ses derniers mots ont été pour mon père. Elle a dit qu'elle allait enfin le rejoindre et qu'elle n'aurait plus besoin de l'attendre. Je voudrais te dire que sa mort a tout libéré, mais ce serait mentir. Elle m'a laissé avec une douleur que je ne sais pas encore porter. Je t'aime. Je l'écris parce que c'est la seule vérité claire au milieu de tout le reste. Je t'aime d'une manière qui me fait peur, parce qu'elle survit à la colère, à la distance, à la honte et même à la demande de ma mère. Mais quand je ferme les yeux, je vois son visage sur son lit d'hôpital. J'entends sa voix me demander de ne pas t'aimer. Je sais que tu n'es responsable de rien. Je le sais avec ma tête. Mais mon cœur, lui, est un pays déchiré. Je ne peux pas revenir maintenant. Si je revenais, je t'aimerais mal. Je t'aimerais avec des fantômes entre nous. Et tu mérites mieux qu'un homme qui embrasse une femme en demandant pardon à un mort. Je garde de toi ce que j'ai eu de plus doux depuis longtemps. Ton rire dans la cuisine. Ta main sur ma joue. Ton courage quand tu m'as donné le journal. Ta façon de ne jamais te défendre quand la douleur parlait plus fort que moi. Ne m'attends pas. Je t'en supplie. Vis. Même si moi, je n'y arrive pas encore. Raphaël. Léane relut la lettre jusqu'à ne plus voir les mots. Ne m'attends pas. C'est étrange comme certaines phrases donnent un ordre que le cœur refuse d'exécuter. Elle plia la lettre, la rangea dans un livre, puis elle s'assit par terre, contre la bibliothèque du salon, et pleura comme elle n'avait jamais pleuré. Elle pleura Raphaël, son père mort, son grand-père coupable, la veuve de Launay, les marins disparus, les maisons pleines de secrets, les amours arrivés trop tard. Au printemps, Saint-Valery se couvrit de lumière. Les touristes revinrent. Les terrasses se remplirent. Les enfants coururent sur le port. La mer, indifférente, continua de monter et descendre. Léane, elle, changea doucement. Elle décrocha le portrait d'Henri Morvan et le rangea au grenier. Pas par haine, par vérité. Elle fit installer une plaque près du port en mémoire des hommes du Saint-Michel, avec leurs 4 noms gravés. Julien Delaunay, Yvon Morvan, Marcel Gac, Pierre Le Guen. Le jour de l'inauguration, elle prononça un discours très court. Sa voix tremblait, mais elle ne recula pas. Pendant longtemps, notre village a confondu silence et respect. Mais respecter les morts, ce n'est pas cacher ce qui les a conduits à la mort. C'est dire leur nom. C'est regarder la vérité. C'est accepter que certaines fautes ne disparaissent pas parce que les coupables ne sont plus là. Aux familles qui ont souffert, je demande pardon au nom de ceux qui n'ont pas su le faire. Dans l'assistance, des gens pleuraient. D'autres regardaient leurs chaussures. Raphaël n'était pas là. Mais le soir même, Léane reçut un message. Merci pour la plaque. Ma mère aurait aimé que son nom soit enfin prononcé. Elle resta longtemps à regarder l'écran. Puis elle répondit. J'aurais aimé que tu sois là. Il écrivit. Moi aussi. Rien d'autre. Les mois passèrent. Léane tenta de vivre. Elle accepta parfois de sortir avec des collègues. Elle alla voir sa mère à Nantes. Elle repeignit la cuisine en jaune pâle. Elle acheta une robe qu'elle ne porta jamais. Elle essaya de se convaincre que l'amour peut avoir plusieurs visages dans une vie. Un instituteur du village, Clément, commença à venir souvent à la bibliothèque. Il était gentil, patient, drôle sans être bruyant. Il invita Léane à dîner. Elle accepta. Il ne se passa rien de désagréable. C'était justement le problème. Tout était doux, simple, possible. Après le dîner, Clément la raccompagna. J'ai passé une belle soirée, dit-il. Moi aussi. Il sourit.
Mais vous aimez quelqu'un d'autre. Léane resta surprise. Ça se voit tant que ça? Pas tout le temps. Seulement quand vous cessez de faire semblant. Elle baissa les yeux. Je suis désolée. Ne le soyez pas. Les gens qui aiment encore sont parfois les plus honnêtes, même quand ils ne peuvent rien donner. Il partit sans rancune. Léane comprit ce soir-là qu'elle pouvait peut-être continuer, mais pas recommencer. À l'automne, presque un an après l'arrivée de Raphaël dans la bibliothèque, elle reçut une enveloppe sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, il y avait une photo. Raphaël, enfant, sur les genoux de sa mère. Au dos, quelques mots. J'ai retrouvé cette photo dans ses affaires. Elle l'avait gardée dans sa table de nuit. Je pars quelque temps au Canada. J'ai besoin de distance. Je ne sais pas si c'est une fuite ou une guérison. Prends soin de toi. R. Le Canada. La distance devenait un continent. Léane posa la photo sur la table. Elle ne pleura pas tout de suite. Il y a des douleurs qui dépassent les larmes. Elles entrent simplement dans le corps et s'y installent comme un hiver. Cette nuit-là, elle monta au grenier et ouvrit la malle où elle avait rangé les affaires de son père. Elle y trouva une vieille boîte de cassettes audio. Sur l'une d'elles, il était écrit « Papa, 1999 ». Elle descendit, trouva un vieux lecteur, souffla la poussière, appuya sur lecture. La voix de son père remplit le salon. Il parlait à son propre père, Henri, qui devait être âgé à l'époque. La conversation était confuse au début. Puis Léane entendit son grand-père pleurer. Elle n'avait jamais entendu Henri Morvan pleurer. « Je les ai tués, disait-il. Je n'ai pas tenu la barre, mais je les ai envoyés là-bas. Julien m'a regardé avant de monter. Il voulait rester. Je l'ai humilié devant les autres. C'est ma voix qui l'a poussé sur ce bateau. » Puis la voix du père de Léane. « Tu dois le dire. » Henri répondit. « Trop tard. Si je parle, je détruis tout. Ta mère, l'entreprise, toi. » Le père de Léane insista. « Et les familles ?» Henri murmura. « Je n'ai pas le courage. » La cassette s'arrêta sur un grésillement. Léane resta pétrifiée. Son père savait. Peut-être pas tout, mais assez. Et lui aussi avait gardé le silence. Une deuxième trahison venait de naître, plus intime encore. Pendant des jours, elle ne sut que faire. Raphaël était parti. Sa mère était morte. À quoi bon rouvrir une plaie déjà béante? Pourtant, cette cassette appartenait à la vérité. Elle confirmait tout. Elle donnait une voix au remords. Elle finit par l'envoyer à Raphaël, à l'adresse électronique qu'il utilisait encore. Elle accompagna le fichier d'un seul message. « Je viens de trouver ceci. Je ne pouvais pas le garder pour moi. » La réponse arriva 3 jours plus tard. « Je l'ai écoutée. J'aurais voulu la détester. Mais j'ai seulement pleuré. Merci. » Puis plus rien. L'hiver revint. La Maison Blanche sembla plus isolée que jamais. Léane tomba malade en février, une pneumonie qui l'obligea à rester alitée plusieurs semaines. Sa mère voulut venir s'occuper d'elle, mais Léane refusa d'abord, puis accepta. Pendant ses jours de fièvre, elle parla parfois dans son sommeil. Un matin, sa mère lui prit la main. « Tu l'appelles souvent. »« Qui ?»« Raphaël. » Léane détourna le regard. Sa mère soupira. Je connaissais son histoire. Pas en détail, mais je savais que le naufrage avait laissé des choses sales derrière lui. Pourquoi personne ne parlait? Parce que les familles ont parfois plus peur de la honte que du mensonge. Tu trouves ça normal? Non, je trouve ça humain. Et parfois, ce qui est humain est terrible. Léane ferma les yeux. Je l'aime encore, maman. Sa mère caressa ses cheveux. Je sais. Ça ne sert à rien. L'amour ne sert pas toujours à quelque chose. Parfois, il existe seulement. Et c'est déjà beaucoup. Au mois de mars, Léane reçut un appel inconnu. Elle répondit sans réfléchir. Léane? Sa voix. Elle dut s'asseoir. Raphaël. Il y eut un silence, rempli de tout ce qu'il n'avait pas dit.
Je suis rentrée en France. Elle sentit son cœur s'emballer malgré elle. Où es-tu? À Rouen. Je règle les dernières affaires de ma mère. Tu vas bien? Il eut un souffle qui ressemblait à un rire triste. Je ne sais jamais quoi répondre à cette question. Moi non plus. Il resta silencieux. Puis il dit, je voudrais te voir. Léane ferma les yeux. Tous les murs qu'elle avait construits en Inde en se fissurèrent d'un seul coup. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à te laisser dans le passé. Elle aurait pu refuser. Elle aurait dû se protéger. Mais certains noms, lorsqu'ils apparaissent sur l'écran d'un téléphone, nous ramènent à l'endroit exact où nous avons cessé de respirer. Viens, dit-elle. Raphaël arriva 2 jours plus tard. Léane l'attendait devant la bibliothèque, comme la première fois. Il avait changé. Il était plus mince, plus grave, avec une barbe légère et des yeux marqués. Mais lorsqu'il la vit, son visage se troubla, et Léane sut qu'elle n'avait pas été seule à survivre difficilement. Ils ne s'embrassèrent pas tout de suite. Ils marchèrent jusqu'à la mer. Le vent était froid, mais le soleil brillait faiblement. Ils s'assirent sur un banc. J'ai essayé de refaire ma vie, dit Raphaël. Moi aussi. Et j'ai été poli. Il sourit tristement. Moi, j'ai été lâche. Je suis partie loin pour vérifier si la distance pouvait tuer quelque chose. Et il la regarda. Elle ne tue que les illusions, pas l'amour. Léane sentit les larmes monter. Pourquoi revenir maintenant? Raphaël joignit ses mains. Parce que j'ai compris quelque chose. Ma mère m'a demandé de ne pas t'aimer parce qu'elle souffrait. J'ai respecté sa douleur. Mais en respectant sa douleur, j'ai condamné la mienne. Et peut-être la tienne. Je ne sais pas si elle aurait voulu ça en étant apaisée. Tu crois qu'elle aurait accepté? Je ne sais pas. Peut-être jamais. Mais elle n'est plus là pour souffrir de nous. Et moi, je suis encore là pour souffrir sans toi. Léane regarda la mer. Et ton père? Raphaël eut les yeux humides. Mon père a été privé d'amour, de vie, d'avenir. Je ne suis pas sûre que l'honorer consiste à me priver de tout à mon tour. Le cœur de Léane se brisa et se réchauffa en même temps. Tu me dis quoi, Raphaël? Il prit doucement sa main. Je te dis que je t'aime, que c'est compliqué, injuste, abîmé, que notre histoire aura toujours une ombre. Mais je préfère vivre avec cette ombre près de toi que dans une lumière vide loin de toi. Léane tremblait. J'ai peur. Moi aussi. J'ai peur qu'un jour tu me regardes et que tu revoies mon nom. Ça arrivera peut-être. Elle voulut retirer sa main, mais il la retint. Et j'aurai honte de moi quand ça arrivera. Mais je te le dirai. Je ne veux plus laisser les silences décider pour nous. Alors, pour la première fois depuis un an, Léane posa sa tête contre son épaule. Ce ne fut pas une victoire. Ce fut une trêve. Raphaël resta quelques jours, puis quelques semaines. Il loua un petit appartement près du port. Les gens parlèrent. Certains jugèrent. D'autres comprirent. Léane et Raphaël avançaient lentement, avec cette prudence des blessés qui veulent aimer sans rouvrir toutes les plaies. Ils connurent des jours doux. Des matins où Raphaël apportait des croissants à la bibliothèque. Des soirs où Léane lisait à voix haute pendant qu'il cuisinait. Des promenades dans les rues désertes. Des projets timides. Ils parlèrent même, un dimanche, d'aller vivre ailleurs. Pas pour fuir, disait-il. Pour respirer. Mais l'amour impossible ne devient pas possible simplement parce que deux cœurs le désirent. Il y a des forces invisibles qui reviennent réclamer leur dû. Un soir de juin, Raphaël reçut une lettre notariale. Il avait hérité d'une petite maison de sa mère, à Rouen. En triant les papiers, le notaire avait trouvé une enveloppe cachetée à son nom. À l'intérieur, une lettre écrite par sa mère quelques semaines avant sa mort. Raphaël ne voulut pas la lire seul. Il vint chez Léane, pâle, l'enveloppe à la main. J'ai peur de ce qu'elle dit. Léane posa sa main sur la sienne. Je suis là. Il ouvrit la lettre. Mon fils, si tu lis ces mots, c'est que je suis partie. Je t'ai demandé une chose injuste. Je le savais au moment même où je te l'ai demandé.
La souffrance rend parfois égoïste. Quand tu m'as parlé de cette femme, j'ai entendu son nom avant d'entendre ton amour. J'ai revu ton père partir. J'ai revu ma jeunesse mourir. J'ai eu peur que tu donnes ton cœur à une famille qui m'avait pris le mien. Mais depuis, j'ai réfléchi. La faute d'un homme ne coule pas dans le sang de tous ceux qui viennent après lui. Si cette Léane t'a donné la vérité alors qu'elle pouvait la cacher, elle a fait plus pour moi que beaucoup de gens qui portaient d'autres noms. Je ne sais pas si je pourrais la serrer dans mes bras. Je ne sais pas si j'en aurais eu la force. Mais je ne veux pas que mes dernières paroles deviennent une prison pour toi. Si tu l'aimes vraiment, ne laisse pas ma douleur être plus forte que ton avenir. Vis, Raphaël. Ton père aurait voulu te voir vivre. Maman. Raphaël s'effondra. Léane le prit dans ses bras. Il pleura longtemps, d'un chagrin qui semblait venir de l'enfance. Elle pleura avec lui. Mais cette fois, leurs larmes n'avaient pas exactement le même goût. Il y avait dedans quelque chose qui ressemblait à une permission. Après cette lettre, ils osèrent davantage. Ils parlèrent d'un déménagement à Rennes. Léane pourrait trouver un poste dans une médiathèque. Raphaël, qui était photographe indépendant, pouvait travailler de presque partout. Ils visitèrent un appartement lumineux sous les toits. Léane s'imagina y poser ses livres, Raphaël ses appareils, leur douleur dans une pièce où elles auraient moins d'écho. Un soir, il lui demanda « Tu viendrais vraiment ?»« Oui. »« Même si on ne sait pas ce que ça donnera ?»« Justement, je veux enfin une vie qui n'est pas décidée par les morts. » Il l'embrassa. Pendant quelques semaines, Léane crut que le destin pouvait parfois se corriger. Puis vint le dernier rebondissement, celui que personne n'attendait. À la fin du mois d'août, Raphaël partit 3 jours à Rouen pour signer des papiers liés à la maison de sa mère. Léane devait le rejoindre ensuite pour visiter une dernière fois l'appartement à Rennes. Le deuxième soir, il appela depuis sa voiture. Je suis sur la route. Je rentre plus tôt. Maintenant, mais il est tard. Je voulais te faire la surprise. Raté. Elle rit doucement. Fais attention. Toujours. Raphaël? Oui? Elle hésita, puis dit, je t'aime. Il y eut un sourire dans sa voix. Je rentre à la maison, Léane. Ce furent ses derniers mots. À 23h40, sur une route détrempée par un orage brutal, un camion perdit le contrôle dans un virage. La voiture de Raphaël fut projetée contre une barrière de sécurité. Les secours arrivèrent vite. Pas assez. Quand 2 gendarmes frappèrent à la porte de la Maison Blanche, Léane comprit avant qu'ils parlent. Il y a des malheurs qui ne s'annoncent pas. Ils entrent, et tout ce qui existait avant devient une autre vie. Elle ne cria pas. Elle ne tomba pas. Elle écouta les mots avec un calme étrange. Accident, pluie, choc, hôpital, décès. Elle hocha la tête comme si elle recevait une information administrative. Puis elle referma la porte. Dans le salon, la tasse de Raphaël était encore près de l'évier. Son pull était sur une chaise. Un livre qu'il avait commencé l'attendait sur la table basse, marque-page au milieu. Léane s'approcha du pull, le prit contre elle, et seulement là, son corps comprit. Elle hurla. Un hurlement qui sembla sortir de la falaise, de la mer, des années, des morts. Un hurlement si profond qu'il n'avait presque plus de voix humaine. Les jours suivants furent flous. L'enterrement eut lieu à Rouen, près de sa mère. Léane y alla seule. Quelques cousins éloignés étaient présents. Des amis de travail. Personne ne savait vraiment qui elle était. Ou peut-être qu'ils le savaient et n'osaient pas la regarder. Au cimetière, lorsqu'on descendit le cercueil, Léane pensa à une cruauté que personne ne pourrait réparer. Raphaël avait passé sa vie à chercher son père disparu, et maintenant il rejoignait la terre avant d'avoir vraiment appris à vivre. Après la cérémonie, le notaire lui remit une enveloppe. Monsieur Delaunay avait déposé ceci il y a 2 semaines. Il m'avait demandé de vous la transmettre s'il lui arrivait quelque chose. Je suis désolée. Léane prit la lettre sans comprendre. Elle ne l'ouvrit que le soir, dans une chambre d'hôtel froide. Léane, je sais que cette lettre est ridicule. Je n'ai aucune raison de l'écrire, sauf peut-être que la vie nous a appris à ne pas faire confiance au temps. Je voulais laisser quelque chose de clair quelque part. Si un jour tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus capable de te les dire moi-même.
Alors écoute-moi bien, tu n'as pas été mon malheur. Tu as été la seule partie lumineuse de toute cette histoire. Avant toi, je croyais que connaître la vérité suffirait à me réparer. Puis j'ai compris que la vérité ouvre les yeux, mais que l'amour seul rouvre les mains. Je t'ai aimé contre la logique, contre la mémoire, contre la peur. Je t'ai aimé quand je ne voulais pas. Je t'ai aimé quand je suis partie. Je t'ai aimé quand je suis revenue. Et si je pars avant toi, je t'aimerai encore dans ce qui restera de moi quelque part. Ne laisse personne te faire croire que notre histoire était une faute. Elle était difficile. Elle était blessée. Mais elle était vraie. Je ne te demanderai pas de ne pas pleurer. Ce serait trop cruel. Pleure-moi. Déteste-moi de ne pas être resté si tu en as besoin. Mais un jour, ouvre les fenêtres. Un jour, remets une robe. Un jour, ris sans culpabilité. Un jour, aime la vie, même si tu ne peux plus m'aimer autrement qu'en souvenir. Et surtout, ne te laisse pas enterrer avec moi. Je rentre bientôt. Je t'embrasse avant même d'arriver. Raphaël. Léane passa la nuit avec la lettre contre son cœur. Au matin, elle rentra à Saint-Valery. La Maison Blanche n'avait jamais semblé aussi vide. Chaque objet était une preuve de son absence. Léane ne dormit presque plus. Elle alla travailler quelques jours, puis s'arrêta. Les livres lui faisaient mal. Les histoires d'amour lui semblaient insultantes. Elle passait des heures face à la mer. La même mère qui avait pris Julien Delaunay, indirectement. La même mère qui avait gardé les secrets. Raphaël, lui, n'était pas mort en mer. Et pourtant Léane avait l'impression que la même force l'avait repris, cette ancienne malédiction qui entourait leurs deux noms. Un soir d'octobre, une tempête se leva. Les vagues se brisaient violemment contre les rochers. Léane sortit malgré le vent. Dans sa poche, elle avait la lettre de Raphaël. Elle marcha jusqu'au bord de la falaise. Pendant une seconde, une pensée dangereuse traversa son esprit. Pas un désir de mourir exactement, plutôt une envie de ne plus porter, de déposer enfin la douleur quelque part. Le vent poussait dans son dos. Elle ferma les yeux. Puis elle entendit, dans sa mémoire, la phrase de Raphaël. Ne te laisse pas enterrer avec moi. Elle recula d'un pas, puis d'un autre. Elle tomba à genoux dans l'herbe mouillée et pleura jusqu'à épuisement. Ce soir-là, Léane choisit de rester vivante. Pas heureuse, pas guérie, vivante seulement. Et parfois, c'est déjà un acte immense. Les mois devinrent des années. Léane ne quitta finalement pas Saint-Valery. Elle vendit la Maison Blanche, mais pas pour fuir. Elle la transforma en petite résidence d'écriture pour les auteurs, les veufs, les gens qui avaient quelque chose à déposer sur le papier. Elle l'appela la Maison des Silences. Sur la première page du registre, elle écrivit « À ceux qui n'ont pas pu parler à temps ». Elle reprit son travail à la bibliothèque, puis écrivit elle-même un livre. Pas un roman d'amour classique. Un récit sur un naufrage, un secret de famille, une rencontre impossible et un homme qui avait aimé malgré tout. Elle ne donna pas les vrais noms. Elle n'en avait pas besoin. Ceux qui savaient reconnurent. Les autres pleurèrent simplement. Le livre connut un succès discret. Des lecteurs lui écrivirent pour lui dire qu'ils avaient aimé quelqu'un qu'ils n'avaient pas pu garder. Des femmes lui parlèrent de maris disparus. Des hommes lui confièrent des lettres jamais envoyées. Léane comprit alors que son chagrin n'était pas unique, mais cela ne le rendit pas plus petit. Cela le rendit seulement moins solitaire. Chaque année, le 23 novembre, elle allait au port déposer 4 fleurs près de la plaque du Saint-Michel. Puis elle prenait le train pour Rouen et déposait une 5e fleur sur la tombe de Raphaël. Sur la pierre, il était écrit « Raphaël Delaunay ». Il chercha la vérité et trouva l'amour. La première fois qu'elle vit cette phrase gravée, elle pensa qu'elle allait mourir de douleur. Puis, avec les années, elle apprit à la toucher du bout des doigts comme on touche une cicatrice. Un matin, bien longtemps après, une jeune femme entra dans la bibliothèque. Elle devait avoir 20 ans. Elle tenait un exemplaire abîmé du livre de Léane. Madame Morvan? Oui. Je voulais vous remercier. Votre histoire m'a aidée. Léane sourit doucement. Les histoires ne guérissent pas tout. Non, dit la jeune femme, mais elles empêchent de croire qu'on souffre seul. Après son départ,
Léane resta pensive. Elle regarda la salle des archives, au fond de la bibliothèque. C'était là que Raphaël était apparu pour la première fois, avec sa valise noire et son regard plein de fantômes. Elle revit la lampe verte, les journaux anciens, ses mains tournant les pages. Elle aurait voulu revenir à ce jour. Non pour changer l'histoire. Peut-être n'aurait-elle rien pu changer. Mais pour se lever, aller vers lui et lui dire tout de suite. Ce que tu vas découvrir va nous détruire. Mais sache-le avant tout, je t'attendais sans le savoir. Le soir, elle rentra chez elle. Elle habitait désormais un petit appartement au-dessus de la librairie, avec vue sur les toits. Sur son bureau, il y avait une photo de Raphaël. Pas une photo triste. Une photo prise un matin de printemps, lorsqu'il riait parce qu'un goéland avait volé un morceau de pain dans son assiette. Léane s'assit et ouvrit un carnet. Elle écrivait encore parfois à Raphaël. Mon amour, aujourd'hui, une jeune femme m'a dit que notre histoire l'avait aidée. J'ai pensé que tu aurais souri avec cette pudeur qui te rendait si beau. Tu vois, tu n'es pas complètement parti. Tu continues de traverser des vies que tu ne connais pas. Je vais bien, d'une manière étrange. Je ne suis pas heureuse comme je l'aurais été avec toi. Mais je ne suis plus seulement triste. J'ai appris à vivre avec une pièce fermée en moi. Je n'essaie plus de l'ouvrir tous les jours. Je sais que tu es là, derrière. Il m'arrive encore de t'en vouloir. Quand je vois un couple se disputer pour rien. Quand je croise un homme qui porte ton parfum. Quand il pleut fort sur la route. Puis je me souviens que tu n'as pas choisi de partir. Alors je t'aime encore, simplement, sans colère. Tu m'avais demandé d'ouvrir les fenêtres. Je l'ai fait. Pas tous les jours. Mais je l'ai fait. Léane. Elle referma le carnet. Dehors, la mer respirait dans la nuit. Léane ouvrit la fenêtre. L'air froid entra, chargé de sel. Pendant un instant, elle crut sentir une présence derrière elle, une chaleur familière, un souffle près de son épaule. Elle ne se retourna pas. Elle savait bien qu'il n'y aurait personne. Mais elle sourit, parce qu'il y a des amours que la vie refuse, que les familles maudissent, que la mort interrompt, que le temps transforme en silence. Et pourtant, malgré tout, ils restent. Ils ne tiennent pas dans les mains, ils ne dorment plus dans le lit, ils ne répondent pas quand on les appelle. Mais ils restent dans une manière de regarder le ciel, dans une chanson évitée, dans une tasse gardée, dans une phrase qu'on répète pour survivre. Léane avait aimé Raphaël Delaunay. Raphaël avait aimé Léane Morvan. C'était impossible. C'était injuste. C'était trop court. Mais cela avait existé. Et parfois, dans ce monde où tant de choses meurent sans avoir été vraies, avoir existé vraiment est déjà une éternité.